Notre expédition dans ce parti montagne était maintenant terminée. Demain, nous allons nous séparer. Aussi, j'ai tenu à ce que nous nous rassemblions pour célébrer la mémoire d'Adjiwa et de Camille. Tous deux ont tenu leur rôle de sirdar et de porteur d'altitude, avec force, courage et honnêteté, comme toute l'équipe de soutien d'ailleurs. Malheureusement, le Dolaguiri nous les a pris dans une de ces innombrables avalanches que nous avons dû supporter et que nous avons subies. Que Dieu les bénisse et les reçoive dans son paradis, qu'il aide leur famille à surmonter ces disparitions, et en la mémoire de ces deux compagnons que nous n'oublierons pas, je vous invite à marquer une minute de silence après la traduction de l'officier de liaison. Ce jour-là, c'était l'échec, la tristesse. Voir la rancœur contre des éléments, contre un destin qui nous avait interdit l'accès au sommet du Dolaguiri. Mauvais temps, accumulation de neige, avalanche constante. 2 de nos Sherpas avaient péri. Plus d'1 mois d'efforts et de lutte, consentis pour rien. Nous levions le camp pour retourner en France. Mais les plus hautes montagnes du monde n'ont jamais cessé de m'interpeller, même si je ne suis pas un grimpeur, comme mes camarades. Quatre ans plus tard, je reprends la route du Népal, avec le même groupe de militaires français. Cette fois-ci, c'est à la conquête de notre sommet. Mais quel sommet? L'Everest. 8846 mètres, une pyramide sommitale. Il est le toit du monde, la dernière frontière entre la terre et le ciel. J'ai retrouvé avec plaisir Katmandou, les ruelles du quartier du Tamel et de Bar Square. Rien ne semble avoir changé. Le XXe siècle côtoie toujours le Moyen-Âge, sans se formaliser. J'ai pris le chemin de trek qui mène au camp de base, suivi les gorges profondes de la Dodkosi, pour entrer au cœur du pays Sherpa, où les divinités, dit-on, se mêlent aux mortels. J'ai fait tourner les moulins à prière, traversé les paysages marqués par les dieux. J'ai souri aux enfants de tous les villages et découvert enfin Namche Bazar, le dernier bourg avant les Hauts. Mercredi 25 août. Fin de journée sur Namche Bazar en compagnie de sa population qui vit au rythme du temps, de ses coutumes et de ses chants. À 3400 mètres, on est ici loin, très loin des rites de notre civilisation. Je passe la nuit dans une lodge, un modeste hôtel qui assure gîte et couvert. On en trouve des dizaines sur la route de l'Everest. Au matin, c'est le chargement des yaks qui achemine le matériel. Encore 4 jours de marche pour atteindre le camp de base, 4 jours pour mieux se préparer à entrer dans ce que j'appelle le royaume des dieux. Le ciel, en cette fin de mousson, n'offre que peu d'éclaircies, et c'est en vain que je scrute les crêtes. Au pas des yaks,
je remonte la vallée de la Död Kosi. Le chemin est jalonné de prières que l'on grave sur la pierre, sur des drapeaux, des monuments, les stupas, ou plus simplement sur des moulins qu'un ruisseau fait tourner. À 4800 mètres, c'est toujours la terre et quelques touffes d'herbe. Mais le camp de base n'est plus loin et je ne dois pas tarder à rejoindre les grimpeurs qui m'ont précédé de quelques jours. Le fait de monter propre, tu marches mieux. C'est vrai, hein. Le fait d'être propre sur soi, le fait d'avoir pas les cheveux qui te grattent, le fait d'avoir un pantalon qui sent bon, une veste qui sent bon, ça te donne du baume au cœur. Tu montes mieux. Camp de base de l'Everest, 1er septembre. Temps splendide. Retrouvailles avec les grimpeurs et prise de contact avec les 14 Sherpas qui nous accompagnent. Ce sont eux qui nous aideront à monter le matériel en altitude. Les cartes sont leur passe-temps favori. À leur côté, le groupe militaire de haute montagne. 8 alpinistes de haut niveau dont le port d'attache est à Chamonix. Ils représentent en quelque sorte l'équipe fanion de l'armée de terre pour tout ce qui concerne la montagne. 6 d'entre eux tenteront l'Everest. Les 2 autres ont comme objectif le Lhotse, un sommet de 8500 mètres qui jouxte le toit du monde. Leur leader, c'est le commandant Alain Estève. L'installation se termine et l'on prépare les futures montées en altitude. Okay. And for tomorrow morning, we need to have 6 persons. And for the material, tu as la liste là? Ils montent leur matériel, aucun un, ils redescendent demain soir, de toute façon ils n'ont pas la place de dormir. Ouais. Par contre l'équipe d'après demain. Ouais, pour le camp 2, c'est pas évident qu'on y aille tout de suite, puisqu'il faudra mettre des échelles encore sans doute. Ici, à 5300 mètres, nous sommes au fond d'un cirque, au pied de l'Icefall, la fameuse cascade de glace dont les séracs chutent en permanence. Le camp de base, que nous partageons avec des Espagnols et des Anglais, est semblable à tous les autres, dressé sur de la pierre, de la glace et du rocher. Des dizaines d'expéditions s'y sont succédées depuis 1953, date de la première conquête de l'Everest, une conquête qui n'a jamais cessé d'exister pour ceux à qui la montagne parle, comme à Antoine. La montagne pour moi, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 14 ans. J'attends qu'elle me procure ce que je veux bien y trouver, c'est-à-dire des fortes sensations, et puis j'adore ce milieu, c'est comme ça. Je me suis souvent posé la question ce que ça m'apportait. Je suis là sur un glacier, ça fait 2 expés en 4 mois, j'ai laissé ma famille. Je sais pas ce que ça m'apporte. Un bien-être, je n'arrive pas à le définir. J'attends rien, je vis avec elle, c'est elle qui ponctue mes années, c'est elle qui ponctue mes sensations, c'est elle qui me fait voyager au travers du monde. Et je crois que c'est en restant très humble, je crois que c'est une grande complicité. Pour conjurer le sort ou les dieux, les Sherpas ont dressé leur drapeau à prière. Je ne sais s'ils seront plus efficaces qu'Odolagiri, mais l'important pour eux est d'honorer les divinités qui les interpellent, comme beaucoup de Népalais. Mahadev, un sanctuaire dédié à Shiva construit sur les bords de la rivière sacrée, la Bagmati, pas très loin de Katmandou. Qui ne serait surpris par la ferveur des hindouistes et les rituels qu'ils pratiquent. Sur la statue du dieu vénéré, ils jettent des offrandes, grains de riz, poudre de vermillon, pétales de fleurs, et mélangent ce qu'il en reste avec de l'argile pour l'appliquer sur le front, entre les sourcils.
C'est le tika, le symbole de la présence du divin. Ces offrandes, qui sont aussi déposées dans la rivière sacrée, renouvellent le lien avec les dieux auxquels hommes et femmes adressent désirs et préoccupations. Obéir aux lois des divinités et les apaiser par l'intermédiaire de rituels font partie de la vie quotidienne. Samedi 4 septembre. La première neige est tombée cette nuit. Manu et Jean-Marc rentrent du camp 1 qu'ils viennent d'installer avec les Sherpas. Ce sont les premiers à être montés. Vous êtes montés là pour la grasse mat, quoi. Ouais. Ça, puis on pensait voir personne, on a vu tout le monde en fait. Là, il y avait les Anglais, les Espagnols. Vous étiez combien là-haut? Ah ben pour dormir, on est avec les Espagnols et puis nous. Et puis en montant, on a rencontré tout le monde, quoi. Eh ben, on n'est pas encore en haut, hein, c'est temps de neige. Beaucoup de neige, Jean-Marc? Énormément. Jusqu'au... La tente des Anglais est presque entièrement recouverte. Pas de coup d'œil sur le haut, quoi. Ah, rien, on ne voyait pas à 4 mètres, 400 mètres. Le mauvais temps nous contraint provisoirement à rester au camp de base. L'occasion pour moi de mieux sonder mes camarades sur leur passion, que je partage en partie. On ne va pas en montagne par hasard. J'ai l'impression que c'est une espèce de miroir. C'est-à-dire que on essaie de s'exprimer à travers quelque chose de difficile, quelque chose d'hostile. Et alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on essaie de faire ressortir. Je ne sais pas. On attend qu'elle, sans doute, qu'elle nous rende la vie plus difficile. Je crois que c'est ça. C'est une passion, mais pour laquelle j'ai pas envie de tout sacrifier, quoi. Je sais pas, j'ai envie de créer quelque chose, de créer une famille, hein, parce que je veux dire, si on ne fait que de la montagne, si on ne vit que pour la montagne, à la fin du compte, je veux dire, on a que des souvenirs, des beaux souvenirs, certes, mais bon, c'est malgré tout que des souvenirs. Et moi, j'attends pas que ça de la vie, quoi. Là, j'ai une musique là, d'enfer. Laquelle? Petit café pour se réchauffer. Avec nous, François le médecin. Il découvre pour la première fois l'Himalaya. Ce que j'attends, c'est une expérience inoubliable, couronnement d'une carrière alpine, pour moi. Et puis, j'attends de me faire accepter par un groupe et essayer d'utiliser mes compétences pour qu'ils puissent arriver au sommet. Quant à nous, il faudra nous faire sans doute accepter par les dieux qui semblent habiter la montagne et peut-être les invoquer à la manière des habitants de ce pays. Au Népal, le bouddhisme et l'hindouisme sont les deux courants spirituels qui constituent la base de toutes les pratiques religieuses. Il est souvent difficile de faire la distinction entre ces deux confessions qui ont chacune une prolifération de rituels. L'omniprésence des religions s'inscrit dans le travail d'artistes ou d'artisans qui réalisent images et objets de culte. Les tankas sont destinés à orner les murs des monastères, mais aussi des maisons. Tout comme les statuettes de cuivre ou de bronze qui représentent Bouddha ou les divinités du panthéon hindouiste. Katmandou vit, commerce et travaille en permanence sous les yeux de Shiva, Vishnu ou Bouddha. Des dieux qui semblent avoir donné une nouvelle manne aux habitants, le tourisme. Grâce à lui, les ateliers de sculpture, de poterie, de confection d'étoffes et de tapis se développent. Et c'est ainsi que des réfugiés tibétains sont venus s'installer dans la capitale et peuvent exercer un métier avec sérénité.
Qu'est-ce qui est le plus dur au camp de base? L'attente. L'attente, ouais. L'attente du beau temps. L'attente de pouvoir travailler. Mardi 7 septembre. Je démarre ce matin avec une équipe en direction du camp 1, situé au-dessus de l'Icefall, à 5900 mètres. Le temps n'est pas avec nous. J'appréhende un peu cette progression au milieu de ce chaos de glace. Les séracs ne préviennent pas de leur éventuelle chute. Je me pas partir avec la porte. De plus, nous ne pouvons aller très vite. Le manque d'oxygène à cette altitude rend les efforts difficiles. Ouais, c'est un peu mou, hein. Gérard, qui a déjà réussi l'Everest il y a 5 ans, connaît bien la chute de Sérac. Passe bien, parce que moi je suis vieux, faut pas trop que j'enfonce. On appelle Icefall cette grande cascade de glace, ce grand glacier qui descend de la Combe Ouest. Un peu notre glacier des Bossons, nous, Chamoniards, mais à une puissance un peu plus élevée. On est obligé de l'équiper pour traverser certaines crevasses, remonter certains séracs. Ce travail a été fait par une équipe de Sherpas spécialisée dans la matière et qu'on a appelé gentiment les cantonniers. Et ça nous permet de monter un peu plus paisible en direction du camp 1. Nos Sherpas ont prié ce matin et jeté du riz en offrande. Le ciel semble les avoir entendus. Nous montons sans problème majeur. Même les filles du Crazy Horse font pas mieux. Le camp 1 est installé sur un énorme sérac. Les 3 expéditions ont retenu le même emplacement. L'on s'emploie à monter les tentes alors que la neige continue de tomber. D'après les Sherpas, ça va disparaître dans 2-3 jours la neige. Nous ne tardons pas à redescendre. Merci GG pour la passe. Reste en dessous va, pour nous rattraper quand même. Non mais vas-y. Saute dans le bourrelet là. Jeudi 9 septembre. La journée s'annonce belle, c'est le moment d'en tirer parti. C'est chaud. Enfin, je vais en profiter aujourd'hui. Je fais tout. On va tout mettre trempé, hein. Belle journée de soleil. Un peu de courage. Voilà. Ma mère m'a toujours dit, bien faire tremper. Bien diluer la lessive. Voilà. Après, pour rincer, il faut casser la glace. C'est ça qui est chiant aujourd'hui, hein. Il fait froid. Hop. Voilà. C'est pas pour faire respirer les phoques, hein. C'est pour avoir un peu d'eau pour rincer mon chenille. À nos mamans nous ont bien éduqués, hein. Oui, pas de problème. Et hop, on essore, comme la dame de Saint-Janet, tu sais. Hop. J'ai fait un choix que je regrette quelquefois. J'ai sacrifié ma famille. Je n'ai pas de famille, je suis seul. Je vis pour la montagne, au travers de la montagne, au travers des voyages, des contours, des amitiés qui se créent, des déchirements quelquefois, puisqu'il m'est arrivé de me froisser avec des bons camarades de montagne. Voilà. J'ai besoin de ce support pour voir des images, pour voir des sourires, pour voir des paysages, pour avoir des sensations. La montagne est pour moi un univers magique dont les entrailles appellent sans cesse les hommes à l'effort, au courage, à la conquête, au dépassement d'eux-mêmes. On vit ainsi pour se mesurer avec elle, pour essayer de la dominer, mais aussi pour la contempler, l'admirer.
Et quoi de plus beau que d'être dans un face-à-face avec le plus haut sommet du monde, avec celui qui semble être la jonction entre les hommes et les dieux. Si on est dans le brouillard et dans la tempête, comme tu le dis, c'est qu'on l'a voulu et qu'on recherche justement quelque chose. On recherche un bien-être et il se trouve que ce bien-être, on le ressent justement après la tempête, après l'effort. On est bien. On redécouvre les belles choses. Les belles choses, c'est apprécier un verre d'eau. Les belles choses, c'est le matin quand on se réveille à côté d'un compagnon de cordée. C'est bonjour, t'as bien dormi. Camp 2, ici, camp de base. Parle, je te reçois. La haute montagne est une authentique aventure qui n'a rien à voir avec le simple sport. Par-delà les risques réels, ceux qui coûtent la vie, et au-delà de la redécouverte de valeurs oubliées, elle conduit l'homme à se retrouver avec lui-même, et peut-être face à l'invisible. Dans le monastère de Soyambunat, c'est l'heure de l'office quotidien où l'on s'adresse aux dieux, avec des litanies, avec le souffle des trompes, la fumée de l'encens et les flammes des bougies. Je ne suis pas du tout un pratiquant, je ne m'affaire plus du tout à tout cela. Mais croyant au destin, étant fataliste, je pense qu'il y a quelqu'un avec une baguette un jour qui nous enlève. Trop rapidement, mais il m'arrive de penser. Il m'est arrivé dans des situations très graves de montagne, voyant la vie partir, de prier. Je suis quelquefois trop fier pour accepter tout cela. Mais puisque je le pense, pourquoi ne pas l'avouer? Vendredi 10 septembre. Le camp 2 vient d'être établi et c'est à mon tour d'y monter. J'ai repris la trace qui serpente dans l'Icefall. C'est là où tu dois tomber, Antoine. Ah, tous les Bernard, ça va? Et toi? T'as vu le temps là? C'est toi. Extra, hein? Ouais. En plus, la trace est faite par nos amis anglais, c'est extraordinaire. Je suis venu faire juste un petit entraînement là, jusqu'au camp 1, et puis je vais redescendre, je vais un peu trier les charges avec l'équipe qui est derrière là, et puis je vais redescendre. Juste un petit footing matinal. Je ne sais si les lieux, l'altitude ou la camaraderie en sont la cause, mais les grimpeurs se confient volontiers. Je dirais que plus on va monter, plus on va trouver un terrain difficile, plus on va trouver un terrain hostile, plus on va se débarrasser de toutes ces choses qui sont futiles dans la vie, qui sont les biens, qui sont les colères, qui sont les joies, qui sont les petites choses. Et puis plus on va essayer de se sublimer. Et la montagne nous donne bien, c'est le terrain idéal pour ça. La nuit s'est passée au camp 1. Au matin, nous devons nous engager dans ce que l'on nomme la Combe Ouest. Peter Manu. Ce matin c'est grand beau, hein? Ouais. Oula! On va pouvoir sortir l'appareil photo alors. Ah non, attends, c'est beau sur le nupsé, mais derrière ça revient, nuageux. Ouais. Nos Sherpas s'en vont. On est jeunes et on y va. Notre équipe de Sherpas nous devance avec du ravitaillement et du matériel pour les camps futurs. La Combe Ouest, c'est
ça a deux pôles. Celle un peu de la douleur, la petite douleur hein, parce qu'on est sous le soleil, c'est plat, on ne prend pas de dénivelé, il fait surtout très chaud. Et donc, eh ben, on dirait dans le jargon montagnard, on rame un peu, quoi. On fatigue un peu. Et sinon, pour oculairement parlant, pour les gens, pour qu'ils aient un repère, une grande vallée blanche. Chamonix, col du Midi. Voilà. Et aujourd'hui, un peu de chance vient, un peu de chance arrive, puisque les nuages, ça va permettre un peu de finir le chemin en direction du camp 2, avec un peu moins de lourdeur sur le crâne. D'ailleurs, j'en ai enlevé le chapeau. C'était pour vous saluer, d'ailleurs. Enfin, sur notre gauche, couronné de nuages, le sommet de l'Everest. Au centre, le Lhotse. Le col sud les sépare. L'ensemble paraît à portée de main, mais nous surplombe pourtant de 2000 mètres. La trace nous conduit sur une zone rocailleuse où est implanté notre camp 2, qui deviendra camp de base avancé. You come from base camp? Yes. How many hours? Oh, many. Long time. Very hot sun. Okay. 6400 mètres. Le silence des grands espaces au cœur de la montagne qui nous transmet ses vibrations. À mon avis, Dieu est en chacun de nous. Voilà. Et chacun de nous, on fait ce qu'il en veut, quoi. On a une petite part chacun quelque part. Et puis dans nos actions, où on se rapproche, on s'éloigne de lui. De ce qu'il nous a donné, je sais pas. Je le sens comme ça. Bah Dieu, si tu veux, je suis issu d'une famille de catholiques. J'y ai cru très longtemps. Et puis depuis peu, je suis un peu revenu sur mes positions. Mais c'est vrai que demain, quand je serai tout seul là-haut, j'aurai peut-être besoin de m'accrocher à quelque chose. Et pourquoi pas à Dieu. Départ à l'aube pour équiper les pentes du Lhotse et déposer le matériel au futur camp 3 à 7200 mètres. Manu reste léger. Les pelles, il y en a deux là-bas. En haut des cordes. Il y en a deux en haut des cordes. Ouais, on va aller comme ça. Et les Anglais sont partis faire la trace jusqu'à l'arrivée. On risque de les rattraper et puis après les aider à faire la trace jusqu'au camp 3 qui est déjà équipé au niveau des cordes, au niveau de l'équipement. Et puis ensuite, une fois qu'on sera au camp 3, on finit de faire les plateformes et on installe 2 K2 avec le tunnel, donc une tente pour 4 personnes. Et ensuite, on redescend, coucher ici. On y va ou quoi? On est à quelle altitude là, Jean-Marc, Ben? Hein? On est à quelle altitude? 2007. Ah, vas-tu record? Tu vas t'en faire, hein? C'est bon. L'oxygène de l'air s'amenuise. La progression décroît et l'on cède de main courante. Le jour suivant, le camp 3 est sur pied. L'ascension semble plus aisée que prévu. Là on est à 7155. Ça va, bon, mais c'est sûr qu'on travaille moins bien à cette altitude qu'au camp de base, hein, c'est évident. Enfin, on bosse un petit peu, on se repose et puis voilà. En fin de journée, tout le monde redescend au camp de base avancé. Les effets de l'altitude sont de plus en plus pesants. Hubert et Alain nous rejoignent. Je réfléchissais en montant. Une fois en aparté, tu m'as demandé, tu m'avais dit, est-ce que
dans un autre monde, vous n'auriez pas été frères. Bah, il y a une chose qui est certaine, c'est que vers le bas, on a certaines divergences. Vers le haut, c'est évident qu'on a été frères un jour, ça c'est clair. Et que si un jour, en montant au sommet, les deux, parce qu'on sera ensemble encore une fois, il y en a un de nous deux qui est en difficulté, je peux t'affirmer que le sommet, il ne comptera pas un centime dans la balance pour savoir si lui doit redescendre ou moi je dois redescendre. Ça c'est évident. Moi je crois à la réincarnation. Ouais. Non seulement j'y crois, mais je pense que quelque part, dans les autres vies, en fait on récolte ce qu'on a semé. Enfin, je crois que le bouddhisme est une... Si j'avais une religion à choisir, c'est peut-être la religion que je choisirais parce que c'est celle qui offre, à mon avis, le plus de tolérance. Tangboche, sur le chemin qui mène au camp de base, est le haut lieu sacré des Sherpas. On s'y applique à faire renaître le monastère dévasté par un incendie il y a 4 ans. Passion, générosité et talent gouvernent le travail de ces ouvriers dont les heures ne comptent pas. C'est sûr que c'est difficile de concevoir qu'après, il n'y ait plus rien, quoi. Si on se casse la gueule dans le Lhotse demain, ça fait chier quand tu arrives au pied de la pente en 1000 morceaux de te dire ça y est, c'est fini. Ça serait bien qu'il y ait quand même quelque chose après. Cette nuit-là, une forte avalanche se déclenche. Une plaque à vent au pied du Lhotse a brusquement lâché et se rue sur 1000 mètres de dénivelé, emportant tout le camp 3 sur son passage, avec tente, duvet, réchaud, radio et les bouteilles d'oxygène prévues pour la phase finale de l'ascension. Au matin, on constate l'ampleur du désastre. Et on n'a rien pu récupérer. 2 duvets, un carimat, c'est tout. Et l'oxygène? On n'a retrouvé aucune bouteille. Sur 10 stockés. Il paraît que les Espagnols sont restés accrochés toute la nuit parce que ça coulait sans arrêt. Quoi. Tiens, regarde encore, regarde le camp 3. Regarde le camp 3, regarde. Le mec dessous. Le mec il est Oh putain le mec. Le mec il est dedans. Oh putain. Oh putain le mec est dedans. Non, il est peut-être sous le pied. Nous aussi on est dedans. Tout le monde regarde bien s'il voit une masse noire. Hein. But see if you see somebody here. See, oh, you see if there is somebody inside, okay? Because there was 2 guys. Upside. Yes, but there was 2 guys. À Dashinkali, pas très loin de Katmandou, on sacrifie à la soif sanguinaire de la déesse Kali. Serions-nous dans la main des dieux, comme les animaux dans la main des hommes? Faut-il offrir des fleurs, des fruits, des bâtons d'encens pour se protéger d'un mauvais sort? Mais pour les hindouistes, sacrifier un bouc, un poulet ou un buffle, c'est aussi libérer le malheureux frère de sa condition animale et lui donner l'opportunité de renaître sous forme humaine. Jeudi 23 septembre. Les Espagnols sont rentrés sains et saufs. Ils ont pu se dégager à temps de l'avalanche. Quant à nous, nous sommes revenus au camp de base où la neige refait son apparition.
Il s'agit maintenant de récupérer le matériel qui nous fait défaut. Manu est descendu à Namché Bazar. C'est l'attente. L'inactivité commence à peser sur le groupe et les Sherpas. Seul, le cook et son aide ne chôment pas. Comme les menus sont peu variés, la viande est bienvenue et chacun y fait honneur. Hors des repas, on essaye d'occuper au mieux la journée, de tuer le temps. À chacun son remède. Impeccable, hein. Toujours un petit peu délicat d'y venir, mais alors après, quand on y est... Enfin, le recomplètement arrive. Alain et Hubert planifient la mise en place du camp 4 et l'assaut final. Et ça fait un camp 4 à mettre en charge à presque 90 kilos. Quoi. Donc on a, avec 6 Sherpas ici, on a de quoi faire face, mais juste. Quoi. Dimanche 3 octobre, Gérard et Jean-Marc prennent la direction du Lhotse. Bien bonjour. Pourriez pas me donner la direction du camp 1 du Lhotse, s'il vous plaît, messieurs? Vous n'êtes pas du coin? Bon. Bonne journée tout de même, hein. Nous croisons les doigts pour eux. Mais Gérard n'en a, semble-t-il, pas besoin. Est-ce que Dieu veille sur moi? Je le souhaite. Eh bien, j'espère qu'il sera là pour toutes mes défaillances, pour les pièges de la nature, qu'il saura éveiller mon attention, lorsque quelquefois, assommé par la haute altitude, il saura remettre mon pied dans le droit chemin. Qui autre que Dieu peut le faire? La météo tout au long de la journée reste mauvaise et demeure notre souci majeur avec en plus pour Manu et pour moi celui du manque de bouteilles d'oxygène pour l'étape finale. Et puis, c'est le départ de la première équipe pour l'Everest. Lundi 4 octobre, Combe Ouest. Eric, Ben et Antoine ont repris la trace du camp 2. Je les accompagne pour cette étape. Nous progressons avec sérénité quand soudain, l'inquiétude naît. Jean-Marc, redescendant du Lhotse, vient à notre rencontre. On a tenté de Lhotse avec Gégé, Gégé est encore dedans. Et puis moi je suis redescendu parce que je suis parti avec le vent, alors je suis parti après. Et ben voilà, j'ai 4 orteils foutus au pied droit et 2 au pied gauche. Tu sens plus rien? Normalement le toubib espagnol m'a dit qu'il n'y aurait pas amputé, à condition que je descende rapidement pour faire des bains et tout. Ouais. Hein? Mardi 5 octobre, camp 2. Dans la nuit, l'équipe s'apprête à partir pour gagner le camp 4 directement. On va fractionner en 2 fois. On va aller au camp 3, on va se reposer au camp 3 au moins 2-3 heures, histoire de reboire, de remanger. Ensuite on repartira pour le camp sud. Le moral est au plus haut, d'autant que Gérard, déjà vainqueur de l'Everest, vient de réussir l'ascension du Lhotse. Il est le premier Français à l'avoir atteint. Tous les jours, il y a un summum. Il n'y a pas de concrétisation parfaite. Le fait d'être arrivé au sommet de l'Everest n'a pas été une concrétisation parfaite. D'autres montagnes, bien plus petites, de simples cailloux, de simples blocs, de simples amitiés, de moments passés avec des camarades sont pour moi très forts et je n'ai pas besoin de grande échelle pour être satisfait. La journée du 6 octobre, nous avons les yeux fixés sur les crêtes. On essaie d'y apercevoir le passage de la première équipe. Enfin, vers 15 h, la radio grésille.
Ben et Antoine viennent d'atteindre le sommet. Et Eric y arrive, lui, sans oxygène. Coup de chapeau. Si je crois au destin, oui et non. Je crois en une étoile. Mais enfin, moi je l'appelle une étoile. Parce que j'ai toujours pensé que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Puis je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui surveille. Mais c'est tout quoi, je lui donne pas de nom. À mon tour, j'ai pris la direction du sommet, avec Manu. Arrivé au camp 3, réduit à une seule tente. Nous devons y passer la nuit et être rejoints demain par Hubert et Alain. Nuit difficile. Maux de tête et froid se conjuguent. En début de journée, nos camarades arrivent. Il y a un Espagnol qui est mort. C'est ce qu'il nous a dit, Norbou, là. Ouais. On l'a veillé un peu parce que il était au pied de la trace. Il est tombé du sommet sud, je crois, à la descente. Et il y avait... On s'est raté parce que les oiseaux commencent à tourner autour. La mort, on y pense peu. Mais au Népal, qui ne pourrait un moment s'interroger sur elle? Il faut avoir vu aux portes de la capitale Pachupatina, un lieu sacré où l'on vient mourir, où l'on incinère sur de grands bûchers. Au bord de la Bagmati, les corps sont déposés, le visage et la poitrine barbouillés de safran, de poudre colorée et enveloppés dans un drap. Les membres de la famille répandent sur eux de l'eau et du riz en signe d'adieu pour le départ vers un nouveau cycle d'existence. Enfin, le corps est livré aux flammes du bûcher, alors qu'à côté, la vie continue au milieu des jeux et des rires des enfants. On me donnait du feu, faut que j'aille faire du café pour Alain, il est pas très bien. Et puis, nous continuons vers le col sud avec beaucoup d'efforts. Récupérer son souffle semble être le plus dur. Et les pauses sont de plus en plus fréquentes. Un bidon et un peu plus loin que la neige. T'as de l'eau? C'est pas tombé. Merci. Col sud à la tombée du jour. Il ne nous reste que quelques heures de repos et encore faut-il faire fondre de la neige pour avoir de l'eau et manger. Nous devrions partir à 1h30 du matin avec Hubert et Alain. Mais pour Manu et moi-même, sans bouteille d'oxygène, le sommet semble hors de portée. Nos camarades partiront seuls. Le sort ou le hasard n'ont semble-t-il pas voulu me donner le coup de pouce indispensable pour atteindre le sommet. Alors, il ne me reste plus qu'à suivre en pensée les derniers pas de la deuxième équipe à qui j'ai confié ma caméra.
Hubert et Alain atteignent à leur tour le toit du monde. Hubert y est arrivé comme Eric, sans oxygène. Il faut maintenant redescendre vers la terre des hommes, avec au cœur à la fois la joie du succès de mes camarades et l'acceptation de n'avoir pu faire moi-même le sommet. Demain, je reprendrai la route de Katmandou et celle de ses lodges. Je ne sais si les divinités du Népal m'ont inspiré, mais en quittant le pays, je comprends mieux le chemin que nous faisons sur terre. Le destin nous amène à accomplir certaines tâches, certaines actions, à réussir ou à être contrecarré dans nos désirs. L'essentiel n'est pas forcément de vaincre, mais de tirer parti d'une expérience et de comprendre ce qui nous enrichit. Pour ma part, tout ce que j'ai vécu ici, tout ce que j'y ai appris, était le plus important. Et puis, j'ai compris aussi que le royaume des dieux est bien une montagne que nous escaladons tout au long de notre existence et qui se trouve en chacun de nous.